petite compilation destinée aux élèves de Terminal Bac Pro qui va récapituler tous les chapitres sur le cadre réglementaire de la prévention en entreprise. Les obligations et droits de l'employeur du salarié en matière de sécurité. L'employeur est responsable de la sécurité au sein de son entreprise. On dit qu'il a une obligation de sécurité. Il doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires et notamment assurer la formation à la sécurité de tout son personnel et notamment celle de tout nouvel embauché. De même, là je vous mets des extraits du Code du travail de Nouvelle-Calédonie qui reprend un petit peu ce que je viens de vous dire. De même, tout salarié doit veiller à sa santé et à sa sécurité au travail et à celle des autres salariés. Tout comme l'employeur, il a obligation de sécurité. En cas de danger grave et imminent, il doit alerter l'employeur et dispose du droit de retrait. Comment le salarié peut justement être partie intégrante de la prévention? Par exemple, simplement utiliser correctement les machines en suivant bien les consignes de sécurité. Et, il peut aussi tout simplement jouer son rôle, sa part dans la sécurité en portant systématiquement les EPI, équipements de protection individuelle, qui sont mis à leur disposition. Et bien sûr, veiller à ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité parce que ça fait longtemps qu'il travaille, qu'il a l'habitude du matériel et qu'il n'y a jamais eu d'accident. Surtout pas, on garde tous les dispositifs de sécurité en service. Et bien sûr, une façon simple, c'est de signaler toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection. Le salarié se doit de signaler à sa hiérarchie quand il aperçoit une situation dangereuse. On disait donc que l'employeur prend les mesures nécessaires et notamment, il doit se baser sur les 9 principes généraux de la prévention qui sont inscrits dans la loi et qui guident l'employeur dans sa mise en œuvre. Donc ces 9 principes, je vous encourage à aller regarder les NAPO qui sont dans la playlist de Terminal, qui reprennent ces 9 principes de sécurité. On peut distinguer 3 niveaux de prévention. La prévention intrinsèque, qui consiste pour l'essentiel à supprimer le risque ou à le réduire. Par exemple, on va remplacer un produit chimique toxique et volatile par un produit qui ne l'est pas. La prévention de niveau 2, qu'on appelle protection collective ou à défaut protection individuelle. Par exemple, la mise en place d'un système de ventilation qui aspire les vapeurs toxiques ou dans l'impossibilité, le port de masque. Et le niveau 3, qui est en bleu clair, la formation information, par exemple, formation sur les dangers du produit et les mesures de prévention. Donc ça, à chaque fois que vous allez présenter des mesures de prévention dans votre sujet de bac, faites-le sous forme de tableau si on vous le demande, ou mentionnez à quel niveau de prévention se situe la mesure que vous proposez. Faites-le systématiquement. Le document unique, on l'appellera dossier d'évaluation des risques professionnels en Nouvelle-Calédonie, est obligatoire dans toutes les entreprises ou associations à partir d'un seul salarié. Il va comprendre une analyse fine des risques au niveau des différentes unités de travail,
suivie d'une proposition planifiée de mise en œuvre des mesures de prévention adaptées. Il y a des dispositions pour pénaliser les entreprises qui montrent vraiment de la mauvaise volonté par rapport à la mise en œuvre de cette prévention des risques. Pour le réaliser, on utilise la méthode d'approche par le risque. Ce document est révisable chaque année et est sous la responsabilité de l'employeur. Donc vous vous rappelez, on dessine le schéma d'apparition du dommage en commençant par la personne exposée au danger, ce qui va créer une situation dangereuse. Si un événement dangereux apparaît, cela entraînera un dommage. On va d'abord estimer la gravité qui va dépendre de la durée de l'arrêt de travail. Et ensuite, on va estimer la probabilité d'occurrence. Et ensuite, on verra si la réduction du risque est nécessaire ou non. Et bien sûr, on propose des mesures de prévention. Deuxième partie de ce module, les acteurs et les organismes de prévention. On va se situer à plusieurs niveaux. On va tout d'abord parler du personnel chargé de l'hygiène et de la sécurité. Tout d'abord, les IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels. Mission principale, s'occuper sur délégation du chef d'entreprise de toute la mise en œuvre de la prévention, conformément aux principes généraux de la prévention énoncés par la loi. C'est obligatoire, bien sûr, interne à l'entreprise, ou alors ça peut être un intervenant extérieur. Le médecin du travail, dont les missions principales sont d'assurer la surveillance médicale des salariés, visite d'embauche, de reprise, visite périodique, environ tous les 2 ans, surveillance des salariés vulnérables, l'âge, la grossesse ou exposés à un risque particulier. Deuxième mission, assurer les actions de prévention, expertise du milieu de travail et propositions d'amélioration. Troisième mission, coordonner les équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail. Conditions d'existence, toute entreprise doit avoir un service de santé au travail ou adhérer à un service interentreprise. Les délégués du personnel, dont les missions sont de représenter le personnel auprès de l'employeur et de présenter des réclamations qui sont inscrites dans un registre et qui seront présentées à l'employeur dans leurs réunions planifiées tous les mois. Saisir l'inspecteur du travail en cas de non-application du droit de travail et faire des suggestions de l'organisation de l'entreprise. Les délégués du personnel sont présents dans les entreprises à partir de 11 salariés. Ils sont élus et leur nombre est variable selon la taille de l'entreprise. Le sauveteur secouriste du travail, dont les missions sont de faire alerter et réaliser les premiers secours en cas d'accident, d'assurer la maintenance du matériel de premier secours et de contribuer à la prévention par le repérage des risques et la transmission d'informations. Personne privilégiée, si on est salarié lambda, à qui parler des problèmes de sécurité observés. On va avoir un SST par atelier ou chantier de plus de 20 personnes faisant des travaux dangereux pendant plus de 15 jours. 10 à 15% de l'effectif de l'atelier est souhaitable. Pour les grosses entreprises de plus de 50 salariés, on va avoir un CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, dont les missions sont de contribuer à la santé physique et mentale des salariés, contribuer à la sécurité, contribuer à l'amélioration des conditions de travail. On va parler maintenant des organismes de prévention. Donc, bien sûr, les plus connus sont la CAFAT, ou on dira aussi les CARSAT ou les CNAM en métropole. Leur rôle de définir la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, établir les taux de cotisation versés par les employeurs,
intervenir en prévention au sein des entreprises par les ingénieurs conseils, inciter à la mise en œuvre de la prévention en modulant les taux de cotisation selon les efforts réalisés. On parlera de mesures incitatives. Conditions d'intervention, les ingénieurs de la CAFAT peuvent pénétrer dans les entreprises et ils peuvent participer au CHSCT. Un organisme de prévention très connu, l'INRS, Institut national de recherche de sécurité, dont les rôles sont de conduire des recherches pour améliorer santé et sécurité au travail, concevoir des produits d'information, on a vu plein d'affiches et de brochures tout au long de nos 3 ans là, de formation, assurer des formations, des aides techniques, participer à la rédaction de textes réglementaires ou normatifs. L'INRS répond aux demandes d'information. L'ANACT, dont le rôle est d'aider les entreprises à développer des projets innovants sur l'organisation du travail, d'informer sur les conditions de travail et d'élaborer des outils de formation. Elle peut apporter une aide financière à des actions pilotes menées par les entreprises. Il y en a des acteurs de prévention. L'inspection du travail, on dira direction du travail et de l'emploi en Nouvelle-Calédonie, veiller à l'application de la loi, enquêter après un accident du travail, conseiller employeurs et salariés, verbaliser en cas d'infraction à la législation, faire stopper des travaux si danger grave ou imminent. Conditions d'intervention, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement dans les entreprises et faire réaliser des investigations utiles. On va voir aussi des organismes agréés, dont les rôles sont de réaliser certains contrôles réglementaires sur les locaux ou les machines. Je pense par exemple à la vérification des extincteurs et d'assurer des formations. Ils interviennent à la demande des entreprises ou suite à la mise en demeure de l'inspection du travail. Et pour finir, les organisations professionnelles, dont le rôle est de siéger auprès d'un certain nombre d'instances, notamment celles qui organisent la politique sécurité auprès des entreprises et défendent les intérêts de la profession qu'elles représentent. Conditions d'intervention, les représentants élus sont désignés pour siéger dans les différentes instances. Pour terminer, nous aborderons les accidents du travail et les maladies professionnelles. Qu'est-ce qu'un accident du travail? Est considéré comme un accident de travail l'accident qui, quelle qu'en soit la cause, se produit à l'occasion du travail. Il est le résultat d'une action violente et soudaine, provoquant des lésions corporelles et blessures. Ce qu'il faut retenir, c'est le côté violent et soudain. Attention, on pourra avoir ce qu'on appelle un accident de trajet, qui va se produire sur un parcours domicile-entreprise, sous certaines conditions de régularité par rapport aux horaires entre le travail et le domicile. Et nous avons les maladies professionnelles, qui est une conséquence de l'activité professionnelle. Elle va mettre plus ou moins de temps à se déclarer. Ça peut être quelques jours comme plusieurs années. Donc il y a ce côté longueur d'exposition. Elle peut être reconnue par la sécurité sociale si elle figure dans un des 112 tableaux de maladies professionnelles existants. Les accidents du travail et maladies professionnelles induisent un coût humain et un coût financier, constitué d'un coût direct et d'un coût indirect. Le coût humain correspond aux atteintes physiques et morales, handicaps, perturbations de la vie familiale et sociale subies par les victimes. Le coût financier direct est l'indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles par les prestations en nature et en espèces. Il représente des sommes importantes pour la CAFAT ou les caisses de sécurité sociale.
Donc, je rappelle, prestation en nature, ça va être le fait que tout est pris en charge gratuitement, hein, on n'a pas à payer les médicaments, le médecin, et en espèces par les indemnisations que la CAFAD va verser. Et on va avoir un coût financier indirect qui correspond aux dépenses que supporte l'entreprise en cas d'accident de travail. Je pense à la détérioration du matériel, à l'arrêt d'une chaîne de production, etc. Là, vous avez plein d'exemples qui sont affichés sur la diapositive. Quelles sont les démarches à effectuer? Donc là, je vous ai mis en fond d'écran le site internet de la CAFAT où vous avez des brochures qui sont disponibles en téléchargement ou alors vous cliquez sur les différents liens qui expliquent tout. Alors, voilà la petite brochure qui est très sympa, qui récapitule tout. Les démarches pour déclarer un accident de travail. Le salarié doit prévenir son employeur dans les 24 heures et l'employeur doit prévenir la CAFAT dont relève la victime et l'inspection du travail dans les 48 heures. Les maladies professionnelles. Ça me fait penser qu'il y a une vidéo sur l'onglet des listes de lecture des CAP qui détaille ça aussi très simplement si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Maladie professionnelle, donc le salarié en fait doit compléter un formulaire de déclaration de maladie professionnelle qui est la même que l'accident de travail et doit faire parvenir à la CAFAT un certificat médical initial en 2 exemplaires, l'attestation de salaire. Donc ça doit être fait 15 jours après la cessation du travail pour le formulaire de déclaration et au plus tard 2 ans après la date du certificat médical initial ou la cessation d'activité. Ça passera en commission pour que ça soit accepté. L'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles, on en parlait tout à l'heure. Donc il y a 2 types de prestations, les prestations en nature, c'est-à-dire la prise en charge totale de toutes les dépenses de santé entraînées par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, médicaments, honoraires du médecin, béquilles, etc. 2 documents sont indispensables pour bénéficier de ces prestations. Le certificat médical initial établi par le médecin en 3 exemplaires, 1 pour la victime, 2 pour la CAFAT. La feuille d'accident de travail ou de maladie professionnelle à 3 volets, remise à la victime par l'employeur lors d'un accident du travail ou par la CAFAT lorsqu'une maladie professionnelle est déclarée et reconnue. Ça, c'était les prestations en nature. Les prestations en espèces remplacent le salaire et sont versées par la CAFAT dès le lendemain dans le cas de l'accident de travail. Ce sont des indemnités journalières, les rentes d'incapacité pour les victimes conservant une infirmité comme une amputation, une paralysie, et les rentes aux ayants droit et indemnisation sous forme de rente en cas de décès. Donc un petit jeu pour voir si vous arrivez à faire la différence. Donc des coûts directs, les frais pharmaceutiques, dont la deuxième vignette ça va être les frais d'hospitalisation, de rééducation, les indemnités journalières et la rente. Ah, vous avez tout trouvé, super. Pour les coûts indirects, on va voir si vous avez compris. Qu'est-ce que ça va être en premier? Le remplacement du salarié, perte de production, réparation du matériel endommagé, compensation de la perte de salaire et toute la paperasserie à remplir. Pour terminer, nous allons parler de la responsabilité pénale et responsabilité civile de l'employeur. La responsabilité pénale est un mécanisme de répression qui vise à punir l'auteur d'une infraction
Le code pénal réprime les atteintes à la santé et à la sécurité des personnes si les dommages trouvent leur origine dans un manquement délibéré aux règles de sécurité. La responsabilité civile est un mécanisme de réparation qui permet l'indemnisation de la victime d'un dommage. Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie automatiquement d'une indemnisation forfaitaire qui lui est directement versée par sa caisse primaire d'assurance maladie sans qu'une faute ne soit recherchée. Toutefois, en cas de faute inexcusable de l'employeur, dans le cas d'un accident de travail, la victime pourra obtenir une majoration de sa rente d'incapacité permanente partielle, IPP, et une réparation complémentaire du préjudice subi. La preuve de la faute inexcusable échoue à la victime ou ses ayants droit. La CAFAD récupère auprès de l'employeur la majoration de la rente d'IPP. Et voilà, nous avons terminé cette partie un petit peu réglementaire, juridique. J'espère que ça vous aidera à répondre aux questions qui sont posées dans le sujet d'examen. Allez, encore une fois, bonne chance. Ayez confiance en vous, ne lâchez pas, battez-vous sur chaque point.